Et donc, ça sera pas forcément uniquement en français. Vous avez rencontré Lindgren en Angleterre? Oui, mais je n'ai pas de lien. Enfin, je ne suis pas interviewé, par contre. Oui, alors ce qu'on voit, c'est que c'est de la médiumnité, c'est une grosse chose. Il y a des atomes crochus. Pourtant, c'est la référence, c'est raison. En Angleterre. C'est pas de nous. Moi, je suis pas. Vous savez, je suis pas né d'hier. Moi, je fréquente le médiumnisme depuis une quarantaine d'années. Donc, il y a des gens avec lesquels on a des relations ou pas. Ça, c'est l'inconvénient d'être un ancien, c'est qu'il y a des choses qui s'accumulent. Il y a des gens avec qui je ne peux pas rentrer en contact. Ils sont tout contents de me revoir après 30 ans. Bah, c'est un gage de... Ouais, bah, je mets la chaise ici. Là. Donc on va poursuivre le tour d'horizon. Donc c'était vous qui deviez être sur la sellette maintenant, c'est ça? Oui, alors je suis sur la sellette. Et je ne vais pas parler des thèmes ni de mon lien avec Alain, parce que je n'ai pas un lien personnel avec Alain. J'ai un lien de groupe. Je participe aux soirées mensuelles, aux soirées du Zodiac. Voilà. Je ne suis pas un praticien de l'astrologie. Vos voyages. Qui fondamentalement ne m'intéresse pas particulièrement. Mais par la fréquentation à ces soirées, d'abord j'apprends la richesse des signes, le niveau symbolique, ce qui moi dans ma démarche personnelle m'intéresse quand même, ça complète harmonieusement. Et on va se chauffer pendant 2 heures, 3 heures sur la symbolique des signes. Souvent 4-5 heures. Les archétypes qui sont liés, les archétypes vraiment métaphysiques. Et lorsqu'on démarre le voyage en fin de soirée, on est chauffé, on est préparé mentalement, émotionnellement, et Alain nous emmène avec sa rêverie un peu hypnotique, et on ferme les yeux, et il nous crée un paysage intérieur. Et j'ai par exemple 3 souvenirs dans le signe des Gémeaux. On s'est retrouvés sur une plage. On s'est rencontrés soi-même à travers un miroir. Et j'ai eu une compréhension métaphysique de l'unité que je n'avais jamais ressentie avant. Je l'avais lu dans des livres d'ésotéristes, dans des livres métaphysiques. Il y a des propos similaires dans la Bible qui éclairent. Mais là, je l'ai ressenti, je dirais, avec les tripes. Chose qui ne m'était jamais arrivée. J'ai ressenti ce grand besoin d'unité. Le voyage avec les Gémeaux au bord de la mer m'y a emmené. Et ce sont des choses qui sont pour moi une richesse que j'utilise même dans mon travail aujourd'hui. Il y a eu la rencontre aussi lors du Lion, dans le voyage du Lion, avec cette sorte de démiurge extraordinaire, aux yeux rouges, bouillonnant au fond d'une caverne, et où nous, en tant qu'esprit, nous arrivions, emmenés par le voyage d'Alain, et puis ce géant aux yeux rouges, dans sa caverne, avec toutes les radicelles du monde qui arrivaient à lui, parce qu'il était l'âme du monde, il pose son regard sur nous, sur moi, parce que Alain nous invitait chacun de nous séparément, et à ce moment-là, on est au monde, on s'incarne, et donc là aussi une réflexion métaphysique sur la nécessité de l'incarnation. Tu l'avais évoqué tout à l'heure en des termes plus vous, madame, sur la nécessité de l'incarnation, avec ce géant aux yeux rouges, donc l'intelligence de la Terre, qui nous oblige à nous incarner. Avec là encore une sorte de compréhension intérieure que je n'avais eu de ce genre-là. Donc ça a été une émotion intelligente très forte pour moi. Et enfin, dernière secousse, ça a été très très fort aussi. C'est lors du signe de la soirée Scorpion, où là encore tu nous as invités à différentes introspections, un voyage intérieur, on est rentré dans un arbre, la porte s'ouvrait, on est descendu dans les entrailles de la terre, on est arrivé sur une mer intérieure très sombre, et nous sommes arrivés à une table de noces, un festin, et où on a retrouvé tous nos ancêtres. Et Alain nous a invités à appeler nos ancêtres, à les nommer, et j'ai fait la connaissance du monde des morts. Moi qui fréquente jamais les cimetières, qui trouve ça totalement inutile, j'ai pas le culte des morts, et j'ai compris j'ai vraiment compris par les tripes, que j'ai pu rendre hommage aux morts,
Et maintenant, même si leur âme est partie, même s'ils sont ailleurs, c'est une dimension pour moi qui est pesante, enfin pesante, pas pesant lourd, mais prégnante, qui existe. Et j'ai maintenant pour cette notion-là de la considération, et ça m'a amené plus tard à revisiter les mythes, les différentes traditions sur le culte des morts, et ça m'a énormément enseigné, mais par les tripes. Non, c'est une porte de l'intelligence tout à fait différente. Parce que par le plan imaginaire, il y a une sorte de mise en situation dans le voyage symbolique. C'est différent. Et vu ta sens, tu as une particulière sensibilité à cela, quoi. En fait, c'est évident dans ce que tu dis, que tu préfères mieux approcher le monde symbolique et archétypal de cette façon-là. Parce que tu peux y mettre non seulement de ta raison, mais de ton âme, quoi, de ta sensibilité. Et ça me fait, j'ai le sentiment, c'est peut-être à tort, mais de comprendre des notions archétypales extrêmement profondes et vitales, que j'avais évidemment entrevues par la raison, de par mon approche de l'ésotérisme depuis des dizaines d'années, mais là j'ai eu un vécu, et je m'y attendais pas du tout. Et on peut un petit peu savoir quelle est ton approche de l'ésotérisme depuis beaucoup d'années? Ça fait une trentaine d'années, un peu plus, que je suis un passionné d'alchimie, avec donc tout ce que ça implique dans l'étude symbolique. Mais effectivement, l'astrologie, André Barbeau montait un thème basique, oui, je savais faire, mais je n'ai pas du tout développé, ça ne m'intéressait pas. Et là, ces voyages, pour moi, c'est fabuleux. Alors justement, j'aimerais bien quand même savoir un petit peu comment vous concoctez toutes ces soirées, tous ces imaginaires, ces personnages-là. Tous ces personnages dont parle Christian, vous les avez trouvés où? En moi, évidemment. En vous? Ah non, je ne compile pas les connaissances pour faire collection, pas du tout. Non, ça c'est C'est au moment où ça se passe que ça sort? Ah oui, j'ai des fondements, si vous voulez, symboliques qui sont là. J'ai un clavier, évidemment, c'est normal. Mais la musique que ça va produire sur l'instant est liée à mon rapport d'énergie avec ceux qui m'entourent. Et puis avec le contexte du moment, évidemment. Comme un artiste sur scène, excuse-moi de t'interrompre, et que tu m'avais quand même bien dit, que tu préparais quand même le canevas de la méditation, du voyage par des méditations personnelles les jours d'avant. Voilà, bien sûr. Qui passe du temps. Tout à fait. Ça sort pas comme ça spontanément, quoi. Et alors ça peut. Et alors c'est connecté avec le signe zodiacal de la soirée? Tout à fait. C'est une synthèse, même c'est une essence. Ce voyage représente justement une visualisation de cette essence. Donc c'est le plan de l'image. Et sachant que pour moi c'est devenu évident que la vie est un voyage en 12 étapes. C'est vraiment la notion de voyage qu'on retrouve d'ailleurs dans l'univers maçonnique, qui est une réalité symbolique de premier ordre aussi, c'est une tradition symbolique, utilise la notion de voyage à partir des éléments constituant les 4 éléments fondamentaux. Et donc la notion de voyage aussi sur un plan de rêve éveillé, par exemple, qu'on utilise en psychologie, ou ailleurs. Il y a un astrologue qui avait, je ne sais plus son nom, qui avait écrit Rêve éveillé. Michel Tabet. Voilà, Michel Tabet, c'est ça. Donc, j'ai lu le livre il y a des années. Oui, c'est une fonction de l'homme, et je pense que... c'est important pour moi que je possède tout à fait le clavier, et à partir de ce moment-là, mon côté rationnel, je peux le mettre un petit peu en stand-by, parce que je peux me permettre de lâcher prise pour aller vers une forme imagée d'expression. Et je pense que c'est un autre plan de communication avec les autres, évidemment. Et c'est un autre plan de conscience pour nous, c'est ça qui est extraordinaire. C'est pas une explication mentale et rationnelle, mais on part sur quasiment l'inconscient, et avec une intelligence éveillée quand même, c'est phénoménal. Pour moi, c'est exceptionnel. Moi, je découvre ce que je connais. Oui, puisque ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu, mais je tiens vite. Oui, donc ça me fait penser à ce qu'il vient de parler, aux retrouvailles des ancêtres, ça me fait penser aux constellations familiales. Oui. On travaille en fait sur nos ancêtres et ça peut permettre de se libérer de certaines choses. En psychogénéalogie aussi, un travail aussi. Ça me fait vraiment penser à la constellation familiale. Si tu veux, la période Scorpion qu'évoquait Christian, à un moment donné, tu vois, c'est redescendre au royaume des morts, et puis on arrive dans une grotte, il y a les anciens qui sont là, nos morts, et en fait, ils sont autour d'une table en pierre, et en fait, on va vers eux, et puis on fait une sorte de chaîne d'union. On les retrouve. Mais comment ça se passe d'une année sur l'autre? Ça change? Oui,
Si on reste scorpion il y a 3 ans, c'est pas la même chose que non, il y a des principes, justement, des formes, comme vous diriez, Jacques, des formes qui sont indéracinables, à savoir que le scorpion, par exemple, c'est la renaissance, c'est le zénith qui renaît de ses cendres, c'est le principe de régénération. Donc ça ne change pas, par exemple, pour prendre que ça. C'est le rapport à l'ombre aussi, bon, etc. Ces archétypes, ces formes-là essentielles ne changent pas, mais à partir de là, on peut les imager de multiples façons, selon le moment. Et justement, c'est là que s'enracine, par exemple, moi, émotionnellement, je ressens que j'ai plutôt envie de dire ça, dans une époque de l'année, plutôt qu'une autre. Pourquoi ? Parce que c'est justement lié au transit du moment aussi. Donc, être interprète, ça veut dire être capable de... Si l'astrologie rend interprète, c'est-à-dire rend apte à traduire, justement, les énergies du moment. Elle vous donne le droit, en fait, dans Scorpion, on a le droit d'être Scorpion, en fait. On a le droit de rechercher en soi-même les valeurs Scorpion, l'imaginaire Scorpion. Oui. Et en balance, on va travailler sur notre imaginaire. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, le Scorpion est un rapport au pouvoir. C'est une notion d'une dimension de pouvoir très importante. C'est pas si facile c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y en a qui se sont jetés dans le pouvoir d'une façon effroyable et destructrice parce que c'est conduit par l'ego. Bon, puis d'autres qui n'osent pas prendre leur pouvoir et réaliser leur pouvoir qu'ils ont potentiellement en eux-mêmes. Le Scorpion nous dit, nous détenons une forme de pouvoir. Hein. Pluton, c'est Plutos le riche en grec. Et, quelque chose à prendre, un pouvoir à assumer qui est important. Et donc, si pour des raisons... cette période peut éclairer justement ces questions-là. Et puis aussi, le Scorpion, c'est aussi savoir mourir. Or, il est dit quelque part que l'initié est celui qui sait mourir. Savoir mourir, c'est savoir renaître. C'est pouvoir perpétuer la vie en soi. C'est rester éternellement vivant. Et le Scorpion donne des leçons à chaque fois. Il ne suffit pas d'aller... si on va dans les cimetières au moment d'Halloween ou au moment justement de la Toussaint pour aller voir nos morts, c'est aussi surtout pour réaliser qu'on va mourir. C'est à ça que ça sert. Et réaliser qu'on va mourir peut permettre de lâcher prise, d'accepter, de ne pas vouloir se perpétuer au nom de l'ego une idée de soi qui tient pas la route. En fait, cette vie, la vie, elle procède par renouvellement permanent. Et je veux dire, le Scorpion aide à accepter cette régénération. Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas se régénérer si on ne sait pas se remettre en question, si on ne sait pas lâcher la vieille peau. Mais si on veut que le nouvel homme sorte à chaque fois eh bien, il faut passer par une étape. Hein. Ça fait penser, le Scorpion, à l'Ouroboros, le serpent de la vie qui se mord la queue. On finit un cycle, et comme les serpents, comme tous les serpents, il faut qu'on arrive à muer et à laisser notre peau sur le chemin pour pouvoir continuer d'avancer. Et c'est cette impossibilité parfois qui arrive à réellement atteindre la qualité de vie d'un être. Parce que quand on se refuse à mourir, on s'enterre vivant. Joliment dit. Mais alors, il y a les 12 signes, mais on a beaucoup parlé, à un moment ou à un autre, des 4 éléments. Alors, ça se situe comment vous articulez les 4 éléments et les 12 signes Oui, on les retrouve donc dans la triplicité, bien entendu. Mais vous avez un vrai travail sur les 4 éléments. Ah oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Et si vous voulez, ils font intégralement partie. Par exemple, quand on vient de quitter le Capricorne, mais quand je pense ça me fait penser au travail que fait faire Saturne sur justement les éléments. À savoir que Saturne, c'est un peu le yogi du zodiaque. Il est en haut de sa montagne et il nous fait travailler sur nos mémoires. C'est le dieu du temps. Hein. Et donc, en fait, il y a 4 horloges dans l'homme. Il y a 4 éléments et 4 horloges, déjà au moins, pour rester dans l'astrologie. Hein, feu, air, eau, terre. Et en réalité, on a des mémoires de feu, des mémoires d'air, d'eau et de terre. 4 horloges, qui ne sont pas forcément pareilles, qui n'indiquent pas la même heure. Mais en attendant, on a un travail à faire. Bon, ce travail, au fur et à mesure des vies, je dis bien des vies, dans l'existence, nous amène à prendre la lave brute du bélier, d'ailleurs, par exemple, enfin la question du feu archaïque, qui est là, arriver à en faire quelque chose de l'ordre de la lumière. C'est pas rien de transformer de la lave en lumière. C'est tout un travail, c'est tout un itinéraire sur la ligne d'évolution. Et donc, ça veut dire aussi pouvoir travailler sur son archaïsme, sur ses instincts, sur sa violence, sur ce pulsionnel éruptif que représente le bélier. Et arriver à transformer ça en lumière. Quand on voit Edison, celui qui a inventé l'électricité, il se trouve qu'il avait Mercure en bélier.
Intéressant quand même, hein. C'est la tête. Vous voyez, c'est la conscience, c'est déjà le siège de la conscience, le bélier. Bon, puisque la tête y figure en premier lieu. Et la tête est le siège de la conscience aussi. Et donc, il y a tout un itinéraire à vivre pour parvenir à évoluer, pour passer de cet état archaïque à la lumière. Si je prends maintenant l'air, l'air, c'est le monde de la respiration, soit par l'esprit, soit par l'échange, cette dimension air. Et il faut qu'on arrive à ce que notre esprit puisse se stabiliser pour refléter, tel un miroir, et là je pense aux Gémeaux, calmement la surface des choses. Ici, Mercure, la fonction mercurienne qu'on retrouve en alchimie, Mercure philosophal, etc., prend toute sa valeur. Eh bien, il faut une grande évolution pour arriver à se concentrer et être, je dirais, capable de voir objectivement les choses du monde, de les voir dans leur réalité. Il y a une grande évolution. Et l'homme a inventé, comme pour le feu, des écoles martiales, pour dominer, pour maîtriser, pour passer une maîtrise intérieure, soit avec l'air, des écoles de méditation, pour arriver à calmer l'esprit. Justement. Bon. L'eau, c'est tout le problème de l'émotionnel, du ressenti. Sans, s'il n'y a pas ce ressenti-là, on est des robots pensants, quoi. On est des androïdes, hein, s'il n'y avait pas ça. C'est source de lien. Et il y a tout un travail à faire sur nos mémoires. L'eau, c'est la mémoire, sur l'émotionnel, pour pouvoir calmer ce flux, ce reflux intérieur, cette mouvance qui fait qu'on n'est pas dans le présent, qu'aujourd'hui on est hier, qu'on est débordé par des vagues émotionnelles, et que finalement on est à côté de la plaque, parce que dans le présent il y a tout, quoi. Et on passe à côté de la vie, de cette ici et maintenant constamment. Donc il y a là il y a confusion, là il y a des broussailllages à faire, parce qu'en fait rectifier justement pour pouvoir être en état de concentration. Bon. Et enfin la terre, c'est le corps. Donc le corps représente la mémoire la plus densifiée de l'être humain, hein, celle qui est notre héritage direct. Ce corps, il y a à le faire vivre. Il y a à passer du corps que l'on a, comme dirait Durkheim, au corps que l'on est. Ça, c'est tout un investissement de cette énergie. Le feu, l'air, l'eau doivent justement conduire à réinvestir cette incarnation que nous pouvons subir dans un premier temps. Moi, je ne suis pas en attendant. Et les 4 éléments, ça fait partie de la tradition astrologique. Oui, totalement. Et est-ce que est-ce qu'on est sûr que la tradition astrologique sur ce plan-là est valable? Enfin, je veux dire, parce que l'astrologie, c'est quand même une tradition ancienne avec des textes. Certains, on ne sait pas très bien. Il y a parfois des choses, comme vous dites, il y a des broussailles aussi en astrologie. Hein. Oui. Il n'y a pas uniquement des broussailles au niveau de la personne, il y a aussi déjà. C'est un savoir qui lui-même doit être débroussaillé. Les Chinois rajoutent donc un 5e élément, puis on a un autre, il y a les terres, puis il y a plein de... Parce qu'il y a une autre division qui est en 4, c'est les 4 saisons. Oui. Et qui sont d'ailleurs les 4 saisons qui ont aussi un rapport aussi bien avec le zodiaque qu'avec les éléments. Encore que le rapport entre saison et éléments n'est pas tellement développé en général. Hein. Sauf que, par exemple, Barbeau, a écrit sur les éléments un livre très intéressant, il a fait le lien qui flirte avec l'alchimie d'ailleurs, hein, je veux dire, et qui est très intéressant. C'est pas si simple d'associer les éléments aux saisons. Je donne toujours l'exemple parce qu'on a quand même des documents sur les saisons et les éléments, notamment dans les almanachs. Les almanachs, dans les calendriers, je ne sais pas, certains d'entre vous connaissent peut-être les très riches heures du duc de Berry. Il y a des représentations des mois, et par exemple, là nous sommes par exemple au mois de janvier. Une chose très importante en janvier, c'est quand même d'avoir chaud. Et donc, dans beaucoup de représentations de ces périodes de janvier-février, il y a le feu. Alors que les astrologues, souvent, ils mettent le feu en été, par exemple. En été, on a besoin de se chauffer. Il y a des questions de ce genre qu'on se pose, en fait, les historiens de l'astrologie se posent sur l'attribution des éléments aux saisons. Parce qu'il est assez étrange de voir que, par exemple, des 3 signes d'hiver, il n'y en a aucun qui soit un signe de feu, justement. Et donc, la théorie des 4 éléments, c'est peut-être une des choses les moins faciles à accepter en astrologie.
parce qu'on ne sait pas pourquoi. Bon, il y a 3 éléments, donc il y a 3 signes. S'il y a 4 éléments, il y a chaque élément remonté par 3 signes. Donc il y a toujours une saison, il y a 3 signes, il ne peut pas y avoir. Et comme il y a 4 saisons, il ne peut pas y avoir un signe par saison. Donc il y a toujours une saison qui n'est pas couverte. Et il y a aussi des signes de saison opposés qui sont marqués par le même élément. Par exemple, le bélier et le sagittaire, ce sont 2 signes du même élément, mais le bélier est un signe de printemps, le sagittaire est un signe d'automne. Donc printemps, automne, marqués par le même élément, le feu. Donc c'est... on n'est pas là pour ça, mais enfin, je signale quand même qu'il y a des débats aussi sur les fondements même du savoir astrologique qui posent aussi question. Alors, à ce niveau-là, Jacques, en fait, les éléments, c'est toujours par rapport à ce qu'on peut constater. Enfin, pour moi, c'est pas... Il y a aussi un aspect d'évidence, en fait. Oui. Bien sûr, printemps-été, croissance de la lumière dans la chaleur, voilà. Ensuite l'inverse, au plan hivernal. Bon, c'est vrai qu'il y a une différenciation marquée. Bon, il y a ce qu'on ressent aussi. Je veux dire, bon, on voit bien la différence avec les Chinois, par exemple, qui ont ajouté le bois, qui ont ajouté le métal, etc. Au niveau des éléments. C'est aussi une perception. Donc on fait selon ce qu'on est aussi. Hein. On perçoit à partir de ce qu'on est. Et donc, voilà. Maintenant, je pense qu'il faut en tenir compte des différentes représentations, qu'elles n'ont pas à s'opposer, parce qu'elles partent de nature et de sensibilités différentes. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien la tradition occidentale, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser à l'astrologie aztèque ou indienne, du tout, ou autre. Et justement, je pense que la médecine chinoise qui s'intéresse beaucoup au cycle aussi a nous apporté énormément. Oui. Donc, voilà, c'est pas du tout une contradiction. Alors, On va passer à Daniel. On passe à Daniel, oui. Notre ami Daniel. On vous a pas encore entendu. On a entendu votre frère. Alors, quel est ton parcours? Oui. Difficile de rajouter à tout ce qui était dit, auquel j'adhère totalement. Moi, ce qui me séduit énormément dans ces soirées zodiaques qu'a inventé Alain, c'est qu'il a conçu cela selon un ternaire. Et la première partie, c'est donc cette étude archétypale des archétypes. On est vraiment du signe, bien évidemment, hein, on est sur les phases du mois, le mois de l'année. Donc, il a cette réflexion qui nous renvoie sur un plan universel et cosmique, sur les archétypes, les fonctions fonctionnelles de l'univers. Il emprunte volontiers le témoignage des traditions anciennes pour étayer sa réflexion à voix haute. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment l'étude du thème lorsqu'on est à la GAP, et là, c'est l'incarnation. C'est notre positionnement dans l'incarnation par rapport au ciel qui roule notre devenir, ce ciel que tu as évoqué en début de soirée, où tu nous as donné les lignes de force. Dans ce deuxième temps, excuse-moi, je te coupe, dans ce deuxième temps, pour expliquer un peu mieux, dans ce deuxième temps, je fais le rapport entre le secteur et ce qui peut être vécu. Voilà. C'est ça. Et tu mets en valeur avec cette sensibilité très féminine, donc elle est très intéressante parce qu'elle est d'une finesse qui est un véritable bonheur. Tu mets la trame en avant, entre l'invisible et le visible. Tu fais le lien entre l'invisible et le visible et l'invisible. Tu nous donnes donc la dimension vraiment holographique de ce fonctionnement-là. Et on a souvent parlé du reste, du geste qui produit le karma zéro. Est-ce que le Christ lui-même a provoqué un karma par rapport à sa venue? Donc on en est sur des questionnements presque métaphysiques, très très intéressants. En tout cas, c'est une réflexion de réconciliation. Ça a été souvent évoqué par vous, hein, qui faites partie de ce cercle. Comprendre, dire, c'est guérir. Comprendre, c'est se réconcilier complètement. Ah oui, réconciliation, voilà. Et je vais même plus loin, parce que la réconciliation, il n'y a qu'un tout petit trait d'union avec le travail sur la notion du pardon, qui n'est pas de ce monde. Le pardon, l'ego ne sait pas travailler sur le pardon, parce qu'il n'est pas formaté pour. Mais néanmoins, cette réconciliation, elle est tellement puissante qu'on est obligé de commencer à considérer ce miracle que constitue le pardon. Ce sont les parties les plus nobles de l'être, tu es en train de nous le démontrer chaque fois, qui sont capables de pardonner. C'est-à-dire c'est les parties divines en nous qui opèrent le pardon. Et le pardon est la voie, certainement, pour calmer ces chaînes karmiques de cause à effet que tu démontres, l'effet cascade, des liens karmiques que tu mets vraiment en valeur,
En ce qui me concerne, tu as mis en valeur beaucoup de choses qui m'ont fait prendre conscience d'un certain nombre de réalités et me réconcilier avec cela. Donc c'est une grande approche de réconciliation. Et la troisième partie, Christian, mon frère, en est très sensibilisé, c'est le produit de la conscience. On a vu, c'est le troisième point du ternaire, la conscience. L'incarnation permet l'école de la conscience, l'éveil de la conscience. Seuls les morts n'apprennent plus. C'est vrai que dans l'incarnation et l'épreuve, on apprend. Et cette conscience, tu nous l'as fait vivre à travers ces voyages. Et le support de tes paroles qui sont musicales et envoûtantes libère les enveloppes un peu grossières de l'être. Et somme toute, on arrive à faire partir cette conscience et de la suivre. Et ce cheminement de la conscience que tu guides permet effectivement de voir des choses qu'en temps normal, dans une vie normale, on n'arrive pas à accéder à ces niveaux-là. Donc nous sommes tous tellement séduits par ce premier cycle des 12 cycles de l'année qu'on va reprendre sous la houlette un deuxième groupe, un approfondissement. Et là où je parlerai des formes de l'absolu dans chaque signe. Mais pour parler de participer à ces soirées itinérantes, est-ce qu'il faut travailler sur son thème astral ou est-ce qu'on peut simplement travailler sur le symbole zodiacal Je leur demande rien. Ici, il y a un mélange d'élèves qui viennent nous voir pour travailler sur eux et qui investissent pour ça. Hein, et qui font appel vous n'avez simplement besoin de connaître. Vous n'avez pas besoin de connaître votre thème natal, en fait. Non, je ne suis pas un chercheur en astrologie. Non, sans être un chercheur. C'est clair. Je suis un chercheur. On peut participer à ces expériences sans être focalisé sur son thème natal. Oui, tout à fait. Ça. Mais Alain a cette finesse, je vous redis, cette délicatesse de mettre son propos à la hauteur de la personne qu'il a en face de lui. C'est pas donné à tout le monde. Donc, quand il s'adresse à quelqu'un comme moi, eh bien, il va descendre son niveau pour faire comprendre. Je veux dire, j'ai pas de culture astrologique. Il a cette patience de resituer la clé des maisons, des signes dans les maisons, les planètes rétrogrades. Il répète tout le temps, il le redit volontiers, de manière à ce qu'on puisse suivre un minimum. Hein. Mais somme toute, la culture en astrologie, pour moi, n'est pas une condition sine qua non. Je viens avec un autre bagage de chercheur. On aimerait un peu savoir peut-être lesquels. Ben, ça fait plus de 30 ans que je me suis investi en alchimie. Comme Christian. Comme mon frère. Et ce travail en alchimie, bien sûr, c'est une relation très privilégiée avec la nature. C'est pour ça que tes soirées qui s'appuient sur la nature naturante et ses arcanes cachés, donc, me touchent particulièrement. Ensuite, je fais un travail sur le symbolisme et je suis un fêlé de cathédrale, donc ça fait 30 ans que je travaille sur les cathédrales, en étudiant le symbolisme. Les photographes développé dans les vitraux, dans les pierres. Sacrée photo. Donc à travailler sur le symbolisme. Et forcément, on en arrive sur les archétypes avec lesquels tu jongles comme un compositeur. Et ben, moi j'ai été séduit par ce que propose Alain, qui n'a pas d'égal dans mon cercle de relations, en dehors de cette amitié à laquelle j'évoquais tout à l'heure en début, qui n'est pas de cette incarnation seulement. Donc moi je suis partant et repartant pour plusieurs cycles avec Alain, parce que c'est très, comment dirais-je, c'est très œcuménique, c'est très total, il y a une synthèse très puissante. C'est un 360 degrés ce travail. Et en plus on a le volume. Et donc dans les cathédrales d'ailleurs il y a une symbolique aussi zodiacale, Totalement. les mois de l'année. En permanence, les Rosas Ouest, vous avez les 12 signes du zodiaque, vous avez des activités liées Voilà, exactement. À chaque signe du zodiaque, et puis après vous avez des médaillons qui accompagnent sur un symbolisme beaucoup plus, cette fois, ésotérique, hermétique, des process de nature, puisque l'alchimie est une quête de l'esprit qui commande à la matière, et comment elle travaille dans la matière, et quels sont les process qui permettent l'expression de l'esprit dans la matière. Alors si on reste dans l'alchimie, il y a aussi, on utilise parfois, on choisit parfois les moments pour faire certaines opérations, c'est ça? Eh bien, vous le disiez tout à l'heure, il y a non seulement les 4 éléments, mais il y a les 4 saisons. Et c'est vrai qu'au printemps, vous avez cette magie à un moment, c'est très pointu dans l'année de 365 jours, vous avez à peu près 35 jours de chants d'oiseaux qui se mettent à chanter juste avant le lever de l'astre, n'est-ce pas? Et chantent à peu près pendant une demi-heure, 35 minutes. La nature a une puissance qui va jusque même dans ces animaux qui sont l'expression la plus noble du règne animal, les oiseaux, qui chantent la levée prochaine de l'astre du jour.
Voilà pour le monde animal, mais si on regarde la nature elle-même, les végétaux, vous avez cette force végétative exubérante. Le vert tendre, ce sont des flammes vertes, c'est le vert tendre avant qu'elles deviennent la maturité et qu'elles requièrent le rouge, voire le violet de l'esprit accompli. Et Alain donc nous fait vivre à travers ces signes de saison, et l'alchimie bien entendu, à ce moment-là, pour répondre à votre question, Jacques, oui, quand vous travaillez au ballon, en voie lente, sur de la cristallographie, vous travaillez sur les moments de printemps. Parce qu'il y a cet esprit universel qui est particulièrement prégnant dans la nature. Et on ne peut pas faire fi de cela. On est obligé de suivre la nature pas à pas. Voilà, donc il est évident que le feu de vie qu'on retrouve au printemps n'est pas le feu noir que tu as tellement bien décrit sur la dépression de la lumière des signes de novembre, décembre, octobre, novembre, décembre. Oui, donc bien sûr, on épouse le rythme de la nature. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une base physique en alchimie qui est fondamentale. Moi, je ne suis pas alchimiste, je n'ai pas cette capacité d'observer ni le goût d'aller trop loin dans l'exploration de la matière. Toi, tu l'as. Mais ce qui est remarquable, c'est que bon, moi, je me situe sur un plan peut-être plus uranien, archétypal, etc. Et en même temps, dans l'amour de la nature, c'est ce qui nous réunit aussi. Mais en même temps, il y a vraiment quelle est la différence entre une alchimie qui recherche la lumière dans la pierre, parce qu'elle existe, et une alchimie, moi, l'observation et l'observation, oui, et l'accompagnement d'une alchimie qui peut aider à révéler à l'être sa propre lumière cachée. Non, c'est une analogie, il y a une similitude, ce sont des parallèles. Et ces analogies qui dansent, hein, et tu parles de... C'est là où on se retrouve. Tout à fait. Et nous montre vraiment le fonctionnement holographique. Encore une fois, c'est quelque chose qui nous a sauté à la figure à un moment de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'un hologramme? C'est vous prenez un élément d'un tout, et ce petit élément reflète chacun des éléments du tout, et inversement. Et les expériences vécues par un élément de ce tout se répercutent par effet cascade, indirectement, aux autres éléments. Je veux dire, il y a une interaction. Et la physique quantique s'intéresse à cela. Donc, l'alchimie... Est-ce que ça ne serait pas une façon plus simple de dire que le 1 est dans le tout, et le tout est dans le... Tout à fait. Et que si le 1 bouge, le tout le sait aussi. Si le tout bouge, le 1 aussi. C'est pour ça qu'on a une fratrie totale et comment dirais-je, nous sommes complètement responsables de ce qu'il advient du voisin et inversement. On est liés. C'est vraiment une fratrie. Quand on dit qu'on est frères parce qu'on respire le même air et qu'on regarde les mêmes étoiles, ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin que ça. Donc on est vraiment... On dit souvent boutade, on est frères authentiquement dans la prière, dans la charité et devant la mort. On est frères dans la prière, dans la charité et devant la mort. Bien sûr, mais pour moi ça va beaucoup plus loin que ça. On est tous concernés intimement, on est dans la grande famille de l'espèce humaine, et ces démarches, qu'elles soient animées par Alain dans ses soirées du zodiaque, qu'elles soient le fruit de nos cristallisoires ou de nos creusets, démontrent cela. Et on ne peut plus vivre pareillement après, c'est impossible. Et on se sent complètement responsable, tributaire, concerné, compatissant envers l'autre qui a un visage de frère, d'ami. C'est impossible de fonctionner autrement après, c'est irréversible. Et Alain nous emmène dans cette irréversibilité qui va chaque fois un peu plus haut. Hein, justement, on est tous... Toi, au départ, on appartient tous à l'espèce humaine, mais c'est tout un travail et c'est toute une aventure d'arriver à nous retrouver en tant que famille d'âme. Tout à fait, voilà, absolument. Et c'est une paire de manches. Voilà. Et ça demande le voyage de vie. Alors par exemple, je voudrais faire une expérience. Est-ce que pour vous, le signe auquel vous appartenez, c'est important? Bon, pas vraiment entre nous. J'ai pas la main. Je m'incarne, je suis taureau, je suis ascendant sagittaire. J'ai lu quand j'avais 15 ans que plus je vieillirais, plus je m'orienterais vers mon ascendant, donc vers le sagittaire. J'ai travaillé sur le taureau, travaillé sur le sagittaire et ses symboles. J'ai pas la main, je suis là. Alain a mis un éclairage très fin sur des événements de vie qui ont été les miens. La voie, l'acceptation, c'est dans l'acceptation la solution. J'ai pas la main, moi, je veux dire, je suis là, ben oui, ça me dépasse. Je veux dire, c'est tellement complexe, tellement imbriqué. Je dis quelque chose, ça a un effet, un incidence sur Anne, sur vous, mes amis, sur Jean-Marc, et inversement. Donc finalement, dire, on doit être dans un état d'immense respect du grand vivant. C'est vraiment l'incarnation devient une prière à ce moment-là. L'incarnation devient une prière.
C'est une voie christique, on dit un cristal, transparent à la lumière, on la laisse traverser. Puis on doit se dépouiller, enlever les opacités. C'est Je vais faire un chez lui. tour de table à ce niveau-là pour voir justement, enfin bon, je vais les idées là-dessus, ceux qui se... Daniel, Ceux qui- il n'a pas beaucoup parlé Justement, de son expérience. vous, par exemple, ce qui est le plus important, c'est de savoir que vous appartenez à tel et tel archétype majeur, comme le tel signe zodiacal, ou c'est plutôt votre thème natal? C'est mon thème natal. Vous êtes parti, donc il y a deux catégories, j'ai l'impression, il y a ceux qui sont plus polarisés par l'idée de, comme les deux frères, qui sont plus polarisés par l'idée de se plonger dans des grands archétypes, et d'autres qui sont plus avec la grille du thème natal, en fait. Si vous voulez, le thème natal, pour moi, c'est un voyage de la conscience. Moi, très tôt, je me suis senti appelé. Mais vraiment de bonheur. J'ai commencé à chercher à travers les arts martiaux. Pas plus fort, s'il te plaît. Pardon. Porte-le-moi devant. J'ai commencé à chercher à travers les arts martiaux. Ensuite, on m'a fait découvrir un film qui s'appelait Les mots pour le dire, qui était l'histoire d'une analyse d'une femme. J'ai rencontré à travers ce film l'analyse. Donc je me suis immergé dans Jung et j'ai rencontré un Jungien qui était aussi astrologue et qui m'a fait découvrir l'astrologie. Donc j'ai découvert l'astrologie de Dan Rudyard, d'Alexander Reperti. Et puis tout au long de ce voyage de ma vie, pour moi c'est vraiment un voyage, j'ai rencontré des gens qui m'ont fait rencontrer Alain. Et là j'ai découvert l'astrologie karmique qui a donné, à partir de ce moment-là, un sens, vraiment un sens à cette psychologie qui était abstraite pour moi. Tout était abstrait. Je n'arrivais pas à trouver, à travers les arts martiaux, à travers la psychologie, il me manquait quelque chose. Et Alain a apporté cette concrétisation de ce vécu, mais j'ai commencé à comprendre tout ce qui se passait dans ma vie, et pourquoi ça se passait. Et c'est pour ça que je pars du thème natal, parce que vraiment pour moi c'est un voyage. Et je crois qu'il ne s'arrêtera jamais, quoi. Il va jusqu'au bout, et puis après, Donc il y a deux types de voyages là, qui sont intéressants, qui se retrouvent. Il y a le voyage d'un signe zodiacal à l'autre, et puis il y a le voyage à travers le thème natal. Parce que les signes, ce sont des phases d'individuation. Chaque signe, chaque phase, chaque mois sont des étapes. Quand vous avez commencé à rentrer dans la Vierge, ensuite dans la Balance, ensuite dans le Scorpion, Alain a une très, très belle image du Scorpion, c'est la période d'Halloween. Pardon? Non, c'est pas vraiment une image. Non, mais le fait, non, mais je veux dire, on peut, pour expliquer la descente dans le Scorpion, et si vous êtes en phase avec ce signe, vous pouvez vivre, vous, cette descente à ce moment-là. Et les images apportées par Alain, qui sont Halloween ou d'autres, vous font comprendre pourquoi vous vivez ça. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, chaque signe est l'occasion d'explorer d'avoir le droit d'explorer cette dimension. Oui, c'est ça. Mais c'est limité dans le temps. C'est pour ça que les gens ont le droit de faire. C'est comme les Saturnales, les gens ont le droit de faire certaines choses à certains moments et à d'autres. Bien sûr, d'où une ritualité qui a pu s'installer dans les temps anciens, à chaque fois. Mais en attendant, c'est pas, ça y est, non, on ne peut pas dire que ça y est, c'est fini. Parce qu'évidemment, il y a d'autres cycles qui peuvent jouer, qui peuvent intervenir. Saturne, pour Capricorne, est toujours en mouvement, il peut interférer sur des planètes. Donc ça reste, l'influence reste valable aussi pour d'autres aspects. Mais disons que la phase nous instruit, nous initie sur un fondement qui est le signe et sur un maître planétaire, sur un principe. Une canalisation des énergies à un certain moment. Et qui peuvent se répéter dans la vie, par exemple. Hein, c'est vrai. Par exemple, ça traverse le signe de la Vierge, par exemple, le Soleil. Alors on fait la phase sur la Vierge, très bien. Et oui, une question d'équilibre entre les différents corps qu'on peut avoir, hein, spirituel, mental, émotionnel et physique. Bon, par exemple, et qui nous dit, ben voilà, vous êtes un instrument de musique, et restez accordé le mieux possible, sinon il va y avoir des dissonances qui vont s'exprimer par les symptômes, finalement. Bon, et vous allez somatiser, c'est un moment de crise. Très bien. Voilà, bon, je prends juste ça, je focalise là-dessus, très bien. Et il n'y a pas que dans la Vierge que ça se dit. Il suffit d'avoir Saturne en Vierge comme c'est le cas actuellement, pour que justement ça s'exprime chez tout le monde. Vous voyez, c'est Jacques, c'est pas le Soleil là. Le principe mercurien, lorsqu'il va être aspecté, qui est relatif à la Vierge, va être aspecté par une autre planète ou par Pluton, allez, ça va en mettre une couche, d'une autre façon. Donc en fait, la phase nous instruit sur ce que c'est que cette dimension de vie, et en même temps sur ce que c'est que cette essence planétaire qu'on appelle un dieu planète, et qui va, la compréhension de ce qu'on va faire de la phase, qu'on va tirer de la phase, va beaucoup nous servir
sur les autres moments de vie qui vont être activés par d'autres aspects. Moi, ce que j'appelle la concrétisation, c'est que lorsque je suivais Saturne actuellement en Vierge, qui moi je l'ai en maison 6, qui correspond donc à la maison du quotidien, etc., j'ai vu mon volume de travail au niveau du boulot. Oula, mais augmenté, c'est pas le mot, c'est incroyable. Ça a été. Chape de plomb. Oui, une chape de plomb. J'ai vu beaucoup de gens souffrir de problèmes intestinaux. La Vierge, c'est les intestins. Saturne, c'est ce que tu dis, la pierre froide, donc sur les intestins. J'ai vu, moi qui fais beaucoup de sport, j'ai complètement pris conscience qu'il fallait que je transforme mon entraînement. C'est de la santé. Voilà, donc voilà ce que j'appelle la concrétisation, et lorsque vous suivez phase par phase les choses. Ou alors dans le Scorpion, vous pouvez avoir des rêves qui vous amènent à remonter les fantômes. Oui, et c'est très important qu'il y ait un plan psychologique chez l'astrologue, qui puisse apporter ça, qui puisse faire le lien. Parce que ça aide les personnes qui sont enseignées à ce niveau-là à pouvoir constater la résonance psychologique que ça produit. Et pour eux, c'est une clé, parce que s'ils sont capables de faire le lien en eux-mêmes avec cet influx, avec ces déterminismes-là, eh bien, ils vont pouvoir avoir le choix. Ça leur donne le choix. Si on ne fait pas le lien, on ne peut pas gérer notre étoile. Et justement, c'est pour ça qu'il faut une dimension psychologique. L'homme est médiateur entre le terre et le ciel. Et cette dimension psychologique, c'est regarder l'intérieur de soi, comment ça résonne. Et quand on sait l'interpréter et le voir, à ce moment-là, on a la clé pour ne plus le subir. C'est-à-dire qu'on a la clé, par exemple, pour délivrer une acceptation là où on ne le faisait pas. Si on regarde le signe de la Vierge, c'est un signe ambivalent qui est un mélange de oui et de non, Vierge sage, Vierge folle, qui peut très bien être rebelle à ce qui est à vivre, et Dieu sait que c'est pas toujours marrant dans le signe de la Vierge, parce qu'il peut y avoir des crises de chômage, il peut y avoir des crises de santé, des crises d'inadaptation, des révoltes en nous de l'ange qui a chuté, quoi, quelque chose qui se refuse véritablement. Et donc quand on sait qu'on est là, dans cette dimension, quand on a compris, on peut commencer à se dégager de ça, à dire, ben écoute, il faudrait savoir si tu vas en rester bloqué par un refus d'incarnation toute ta vie ou non. Voilà, c'est ça le problème. L'acceptation qu'on doit délivrer, nous, en tant qu'humains, dans le processus que nous fait vivre justement le cosmos sur Terre, eh bien, il est tout lié à l'acceptation qu'on peut en faire. Et il n'y a pas d'acceptation sans interpellation. Si on ne se laisse pas interpeller, c'est pas possible. Si on ne se laisse pas interpeller, on ne peut pas s'auto-questionner, on peut rien accepter. Et si on n'accepte pas, on reste bloqué. Et on va vivre le cycle dont je parle et les phases dont je parle en négatif. Parce qu'à ce moment-là, ça devient une chute d'un escalier. Et plus on la loupe les marches, plus ça fait mal. Et à ce moment-là, on va commencer à se défendre de quelque chose qui est là pour nous apporter, pour nous amener vers plus de lumière. Il va y avoir une inversion, un mécanisme d'inversion. En fait, l'être humain va se méfier de son propre inconscient, il va se méfier de l'automne et d'hiver en argumentant qu'il fait froid, qu'il y a des virus, etc. Parce qu'il va faire de cette part autre et invisible sa meilleure ennemie. Et ce n'est pas le but du travail sur phase. Le but du travail sur phase, c'est justement de pallier à ça, de faire ressentir et ressurgir la vérité et la valeur de chaque dimension de vie qu'elle représente, qui ont toutes leurs qualités, toutes leurs raisons d'être, et pouvoir se relier à ça. C'est le chemin pour retrouver plus de lumière, le zodiaque. C'est un processus de vie que représente le zodiaque. Et ce processus de vie est intelligent, il nous accompagne, il nous fait naître deux fois. Et ça, c'est important. C'est important de le comprendre. C'est un héritage qui a été légué par toute une tradition. C'est fantastique de pouvoir comprendre ça. Ce zodiaque qui a été construit, il est là, c'est une véritable clé qui nous dit la vie, le processus qui vous initie à ce que c'est véritablement que le vivant, à la lumière de la lumière et à la vie de la vie. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Simplement qu'on est pris dans un tel karma, tel décalage, tel embroussaillage, comme on disait, qu'il faut que l'astrologie puisse redonner à chacun les moyens de retrouver cette reliance et de devenir interprète à leur tour. Chacun peut être interprète de sa propre vie. Moi, ce qui me fait problème dans ce que vous dites, dans ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, c'est l'importance accordée au zodiaque. Parce que le zodiaque, les signes zodiaques en tout cas, sont-ils des archétypes? Parce que les signes zodiacaux, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué, extrêmement complexe, les signes zodiacaux. C'est une combinatoire d'éléments, de planètes,
domiciliés, etc. Donc en fin de compte, il y a là quelque chose qui est un petit peu problématique, parce qu'effectivement, autant les saisons, on pourrait considérer ça comme qui ont des valeurs archétypales très puissantes. Autant à la limite les dieux, les grands dieux planétaires, ou les grands dieux, enfin, et même sur le plan astronomique, les planètes. Vous savez très bien que les planètes ont une réalité beaucoup plus évidente que les signes zodiacaux. Sur le plan astronomique, les planètes, on sait ce que c'est. Les étoiles, on sait ce que c'est. Les signes zodiacaux, on ne sait pas très bien ce que c'est astronomiquement. Scientifiquement, on ne sait pas très bien ce que c'est. C'est un découpage mathématique sur les constellations. Il faut bien que vous compreniez que il y a des choses beaucoup plus aisées à saisir et appréhender que les signes zodiacaux. Les signes zodiacaux, c'est quelque chose déjà de très travaillé, de très élaboré, de très construit, de quelque chose c'est une synthèse de tout un ensemble de notions. Et je voudrais quand même qu'on aborde ce problème-là, parce que pour moi, d'abord, c'est d'une très grande richesse, le zodiaque. Mais c'est une telle richesse que justement, elle fait problème. Parce qu'elle n'est pas primordiale. Alors, à moins de dire que les signes zodiacaux, c'est primordial, mais je veux dire, d'où ça vient, d'où ça sort. Ils ont toute une histoire. Alors, faut-il encore s'entendre? Puis après, je laisserai réagir les personnes qui ont certainement envie de vous répondre. Comment dirais-je? Bon, il y a le zodiaque tropical, celui qu'on connaît, et qui est basé sur le point zéro du zodiaque. À ce moment-là, le 21 mars, le soleil revient, et il y a là quelque chose qui ne changera jamais. Mais c'est un point de vue, c'est ce qu'on appelle le zodiaque intellectuel, ou le zodiaque tropical. Ça, c'est basé sur le rapport de la Terre, qui est incliné sur son axe, par rapport, donc, à la position des équinoxes, etc. C'est un rapport au Soleil, essentiel. Donc, par rapport au Soleil, à la lumière du Soleil, ça ne change pas. Tant qu'elle sera inclinée sur son axe et qu'elle fera le tour du Soleil en un an, ça ne changera jamais. Il y aura toujours printemps, solstice et équinoxe d'automne, exactement. Bon. Alors ça, c'est une référence qui est la nôtre, parce qu'en fin de compte, ce qui s'ensuit, à savoir la métamorphose de la nature, qui est en résonance avec ça, la transformation auquel elle nous fait assister, et la mise en résonance avec cela, c'est uniquement une histoire de lumière à laquelle nous répondons, qui nous habite, qui nous anime, et qui nous conduit vers, qui nous fait passer dans une vie, le cycle d'un an représentant aussi la trajectoire d'une vie, à mon sens, qui nous fait passer du plan estival au plan hivernal, dans ce que ça veut dire de profondeur. Maintenant, si on fait référence au zodiaque sidéral, qui a pour référent les étoiles fixes, ça c'est une autre paire de manches. Voyez-vous, il faut savoir de quel référent on parle. Moi je parle dans le rapport au tropical et par rapport à la lumière du sol. Oui, mais alors là, moi je vous répondrais, C'est celui que je pratique. à Alain Gauthier, que on distingue deux questions. Là, il y a le fait de déterminer le moment où le signe zodiacal existe. Bon, ça c'est bien fait entendu, on dira il est à tel moment, etc. Mais c'est aussi le contenu. Or, le contenu n'est pas réductible à cela. Le contenu de la Vierge n'est pas réductible à la période de la saison qui correspond à la Vierge. Moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'en observant et en vivant la phase que ça détermine dans la nature et dans moi-même, j'en déduis un certain nombre de choses et il en résulte une histoire. Mais c'est un rapport de résonance. Voilà. Donc, la question, c'est effectivement, c'est le passage de cette période de temps. On peut découper, il y a 4 saisons, chaque saison peut être découpée en 3. Bon, ça, c'est clair. Maintenant, le fait d'attribuer une certaine planète à ce signe, un certain élément à ce signe, un certain symbole même à ce signe, parce que c'est le symbole même lui-même qui passe forcément. Pourquoi le symbole de la Vierge à tel moment, etc. Donc il y a au moins 3 paramètres qui viennent se greffer sur le monde, sur le critère purement de temps, planète, élément, et puis symbole, la forme même du signe, qui viennent complexifier énormément. Et puis la maison
la maison qui est attribuée à ce signe. Secteur de vie, absolument. Donc finalement, au niveau de l'astrologie, le zodiaque, c'est vraiment un processus de synthèse. C'est-à-dire que tout ce qu'on dit sur le zodiaque, c'est une espèce de synthèse de toute la tradition astrologique. Donc c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose de très complexe, le signe zodiacal. On peut dire que le signe zodiacal lui-même peut être décomposé. C'est pas un point de départ. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est devenu, ça s'est archétypisé en quelque sorte, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que le zodiaque, que le signe zodiacal, c'est vraiment l'archétype astrologique par excellence, en fait, compte. Alors que c'est comme si je disais, par exemple, ce produit-là, que tel objet, c'est un produit de synthèse, par exemple. Le zodiaque, c'est un produit de synthèse, en fait. Un produit de synthèse entre un très grand nombre de facteurs. Sans parler d'un autre facteur qui existe aussi, qu'on a évoqué tout à l'heure dans les cathédrales, c'est-à-dire la tradition des mois de l'année, les activités mensuelles. Et ça, c'est encore autre chose, qui correspond plus ou moins bien, d'ailleurs. Plus ou moins bien. Parce que ça n'est pas forcément évident. Pas toujours synchrone. Bon. Donc, ce qui me fait problème, c'est qu'effectivement, on est déjà dans le 12, c'est déjà complexe. Un ensemble de 12 archétypes, c'est plus complexe qu'un ensemble de 2 archétypes. C'est-à-dire que la dualité, notre mental comprend mieux la dualité que le 12. Ça, c'est sûr que c'est déjà, on est programmé, on est formaté à fonctionner sur le binaire. Bon, maintenant, il y a beaucoup de choses qui relèvent du binaire, le diurne, le nocturne, etc. Bon, les saisons, il y a l'été, l'hiver. Maintenant, le zodiaque, pour moi, ça appartient à un degré de complexification de la pensée et du savoir considérable. On n'en a pas assez parlé comme un mandala, le zodiaque, qui, justement... Non, mais chaque signe lui-même est déjà en soi quelque chose de très complexe. Le zodiaque, en tant que... Mais chaque signe est déjà très très compliqué. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'ensemble des 12 signes, mais chaque signe lui-même est déjà un ensemble. Ouais. Moi, je comprends votre questionnement, mais je dirais c'est pas ma problématique. Moi, je suis pas un expert du zodiaque ni de l'astrologie. De devenir expert là-dedans ne m'intéresse pas. Moi, j'ai trouvé dans le travail avec Alain Strauss avec Surphase, et cette approche qui est j'ai trouvé ma porte d'entrée là-dedans. Ma porte d'entrée, c'est cette déclinaison du soleil tout au long de l'année, qui induit un certain nombre de choses et qui appelle à vivre des choses que, heureusement, j'ai déjà vécu. Moi, ça me convient tout à fait. Oui, je comprends. Et il en est de même pour moi, par exemple. Comment je suis devenu astrologue? Alors, forcément, c'est qu'il faut y avoir le fait de devenir astrologue demande d'avoir une vision du zodiaque. Bon. Et moi, j'ai retrouvé une histoire de chaque signe. Chaque signe est une histoire pour moi. Parce que j'y ai retrouvé quelque chose d'une histoire que j'ai pu traduire, moi, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'elle a une valeur plus ou moins importante et universelle, ou peut-être pas. Mais en attendant, je ne vois pas comment, même s'il y a des écrits qui sont très sophistiqués là-dessus, éventuellement, on pourrait trouver des bases vraiment importantes. Mais non, c'est ce qu'on va garder. C'est ce qu'on va garder de ça, c'est ce qu'on va tirer de ça, extraire de ça. C'est la présentation qu'on va se faire. Et il vaut mieux aller chercher en soi d'ailleurs qu'à l'extérieur, d'ailleurs, mais parfois ça peut aider. Mais en même temps, c'est mon histoire. Finalement, c'est curieux ce rapport d'histoire à histoire. Parce que le zodiaque représente vraiment une histoire universelle, à mon avis. Enfin, ou le moyen de retrouver sa propre histoire dans ce module de grande histoire qui représente. C'est très curieux. Parce que, oui, moi je souhaiterais souligner quelque chose. Oui. Ce zodiaque sidéral des étoiles fixes, finalement, il est la résultante d'une observation millénaire de tous les peuples qui sont succédés sur Terre. C'est une immense sagesse qui a constaté cette toile de fond zodiacale, voilà, qui viennent teinter, mater le zodiaque mobile des étoiles mobiles. Et ce jeu, ces 2 grands calendriers qui jouent en permanence l'un sur l'autre, ça marche. Je veux dire, le constat, c'est une sagesse millénaire qui est là, point. Il ne faut pas forcément... savoir pourquoi, comment, c'est un constat de nature. Il faut se rappeler que... Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de me sentir relié à ça par la connaissance, c'est-à-dire mon vécu, quoi. Et que ça se rattache à des savoirs millénaires, je trouve ça... Voilà, c'est comme par exemple, quand vous ne savez pas vous conduisez une voiture, ça vous foutez complètement de savoir comment ça marche, du moment que ça marche. Bah ouais, je suis content. Voilà. C'est le problème. Ouais, non mais voilà, c'est
effectivement mon... Oui, mais il faut dire qu'il n'est pas venu me trouver pour savoir comment ça marche. Non, mais je veux dire Au départ. qu'il est parfois important de comprendre comment ça marche. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Après, ça tout le monde a sa démarche. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, c'est une position qui correspond d'ailleurs déjà à un positionnement de parler comme ça. Déjà une façon de se relier au monde. Oui, mais enfin, il faut savoir comment il a rencontré l'astrologie aussi. Il faut en tenir compte. Il est venu dans une période de transition pour pouvoir être aidé. Non, parce que normalement, ce qu'il dit par rapport à l'astrologie, il pourrait dire, a priori, il est censé le dire par rapport à n'importe quoi. Pas forcément. C'est une démarche qu'il a, il a pour tout, à la limite. C'est un outil dans une démarche personnelle et de me rattacher à quelque chose à une tradition millénaire me semble être beaucoup plus sûr, enfin, me semble profondément juste. Et c'est vrai que bon, ma démarche personnelle, c'est pas. Moi, j'ai une formation d'ingénieur à côté, donc j'ai passé 20 ans de ma vie à chercher à comprendre, et puis finalement, pour me rendre compte que. Voilà, c'est toute une histoire qui nous amène à avoir cette voilà, mais quand j'improvise en musique, si jamais je commence à réfléchir pourquoi je fais cette note, ou telle note, j'en fais plus qu'une à la minute. La question, c'est l'astrologie. La question de savoir si l'astrologie est du côté si vous pouvez assimiler l'astrologie au domaine qui mérite l'approche de l'ingénieur, ou au domaine qui mérite l'approche de l'artiste. Excusez, Jean-Marc, c'est intéressant dans la mesure où, si je prends l'exemple de quand il m'est arrivé quelques années, quand Pluton est rentré dans ma maison 8 et en Scorpion, j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversé ma vie, une rencontre de passion, et le Scorpion, etc. Donc beaucoup de choses sont remises en question. Si vous arrivez à vivre ça au jour, comprendre ce qui se passe. Alors évidemment, après, c'est intéressant de savoir ce que représente Pluton. Dans la mythologie, Hadès, le monde des enfers, ça peut après se construire, dire tiens, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que ça veut dire Pluton, c'est intéressant de savoir ce que ça veut dire la maison 8. C'est ça la démarche astrologique au départ, Jean-Marc, c'est ce qui nous intéresse. Et à ce moment-là, j'ai fait la rencontre, elle est venue bouleverser ma vie, sexuellement parlant, ou parce que c'est le Scorpion, parce que c'est la maison 8. Donc il y a la sexualité qui est liée, donc il y a la passion, il y a un certain nombre de choses qui viennent bouleverser. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre ça sur le moment. Ensuite, il y a de se rajouter les autres strates, de comprendre pourquoi c'est Pluton, qu'est-ce que c'est Pluton. On vit d'abord et on comprend après, dans le meilleur des cas. Donc là, Alain est très important parce qu'il va nous apporter cet éclairage. Vous nous expliquer ce que c'est que... Alors, justement, tu me renvoies à une question qui est importante pour tout le monde aussi. C'est que, en fait, quand les personnes que je rencontre, je ne peux que constater combien donc elles ont souffert de situations difficiles et combien elles ont pu interpréter ces situations d'une façon négative. Tout à fait. Parce qu'on n'est pas content de soi quand on a pris des coups, etc. On se culpabilise, on croit que c'est de sa faute, etc. Se réconcilier, moi mon travail, c'est aussi aider la personne à comprendre ce qui sous-tendait cette expérience, parce que là il faut parler en termes d'expérience, et que finalement réviser le jugement qu'elle a pu faire sur elle. Parce que mais on ne peut pas le faire si on n'a pas compris, on n'a pas vu la lumière qu'il y avait un diamant au fond. Là, je voudrais peut-être me faire un peu l'avocat du diable, mais vous savez que... Et vous le faites très bien, si je fais ça. Vous savez que, par exemple, on dit souvent à des personnes, vous savez, qui sont très malheureuses, allez visiter les bidonvilles, allez dans les maisons de retraite, allez dans les hôpitaux, etc. Je veux dire que c'est effectivement souvent assez confortant de voir des gens encore plus mal en point que soi-même, ou encore plus désespérés, etc. Le thème natal et le zodiaque, moi personnellement j'ai tendance à les percevoir comme des choses extrêmement complexes. Et pour moi, ils ne sont pas du tout l'expression de la simplicité, de la pureté, c'est quelque chose c'est très synthétique, il y a beaucoup de choses qui se sont accumulées, beaucoup de strates, beaucoup d'éléments qui se sont syncrétisés, etc. Donc effectivement, le thème natal aussi, c'est évident que le thème natal aussi est quelque chose d'extrêmement complexe. Donc ça veut dire qu'en astrologie, enfin une certaine façon de faire l'astrologie, confronte la personne à de la complexité, en fait. Il y a une complexité du thème natal, il y a une complexité du signe, parce que le signe, la saison, c'est relativement simple. La saison, c'est relativement simple. Le signe zodiacal, on s'aperçoit parfois que la représentation qu'on a de certains signes est extrêmement complexe elle-même. C'est-à-dire que la psychologie de certains signes est tellement très complexe. Et que certains astrologues, d'ailleurs, ont défini certains signes de manière parfois contradictoire. Dans le cas de la Vierge, par exemple,
Vierge anale, Vierge refoulée, Vierge etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, même les notions zodiacales ne sont pas toujours simples. Le bélier, c'est le printemps, mais c'est aussi Mars. Et Mars, c'est pas que le printemps. Mars, c'est quelque chose de beaucoup plus. C'est autre chose, il y a une autre dimension, la guerre, etc. Donc, si vous voulez, dans le signe, les signes ne sont pas forcément quelque chose de simple non plus. Donc, on a de la complexité, et quelque part, cette complexité peut être rassurante. Comme tout à l'heure, je disais, vous rencontrez des gens qui sont très très compliqués, ou des